Ok, merci beaucoup. On va démarrer ce troisième temps, donc cette fois-ci sur les différentes formes, les nouvelles formes d'innovation organisationnelle. Donc on va faire ça en deux temps. D'abord deux interventions qui sont vraiment des exposés sur deux exemples d'innovation organisationnelle qui nous semblaient pertinents pour introduire la réunion, et ensuite une table ronde avec tous les invités qui viennent d'être nommés. Pour commencer, on va commencer par le docteur Jardel. Excusez-moi, j'espère que je n'écorche pas votre nom. C'est très bien. Ça. Merci. Qui donc a créé Médecins Solidaires. Donc c'est vraiment une innovation organisationnelle qui vise à résoudre le problème, je vous laisserai présenter en détail bien sûr, des déserts médicaux, notamment par l'idée du temps partagé solitaire qui est appliqué dans les centres de santé. Solidaire. Solidaire, pardon, j'ai dit solitaire. Oui. C'est clairement un lapsus lié aux déserts médicaux, ça. Donc on va vous donner un quart d'heure pour le présenter. Ensuite, on laissera 5 minutes à la salle pour les questions et on enchaînera sur un deuxième exposé juste après. Je vous en prie. Eh bien, c'est parti. Alors, normalement, voilà, très bien. Alors, je vais vous parler du coup d'un projet qui a un an et demi, et qui est une association de loi 1901 qui s'appelle Médecins Solidaires. Alors, on va essayer de communiquer avec la technique pour passer les slides. Donc, on va commencer par l'histoire de Médecins Solidaires. Tout commence avec un Tour de France des remplacements en 2021. Vous pouvez passer la slide suivante. Je finis mon internat à la PHP, justement, et j'ai un grand besoin de liberté, d'oxygène. Et je me dis, je vais enfin pouvoir, pour la première fois de ma vie, faire absolument ce que je veux. Que vais-je faire de cette liberté, ce qui est rare dans la vie d'un homme, d'être totalement libre. Je décide donc de prendre un camping-car et de partir faire un tour de France des remplacements pendant 5 mois, d'aller faire 10 remplacements différents dans 10 territoires ruraux pour remplacer des médecins dans des territoires un peu en souffrance, un peu isolés, ces fameux médecins dont on entend régulièrement parler, qui n'arrivent pas à partir en vacances. Et là, je me trouve percuté par la réalité des déserts médicaux, réalité que je connais quand même moi-même, puisque mon père a été médecin généraliste rural pendant 40 ans, j'ai grandi à la campagne, donc c'est un sujet qui, pour moi, fait écho. Mais j'essaye de comprendre, est-ce qu'il y a une clé de lecture commune, est-ce qu'il y a quelque chose, et la réalité vraiment me saute au visage. Slide suivante. Après cette expérience, je rencontre Emmanuel et Christophe Brochot qui ont fondé une association qui s'appelle Bouge ton coq, qui est une association dont le but est de revitaliser les zones rurales, qui est un but louable mais une ambition difficile. Et un des sujets essentiels de la revitalisation des zones rurales, c'est la santé, bien sûr. Et ils me voient, grâce à ce Tour de France des remplacements, et ils me disent, on a envie de faire quelque chose sur la santé et on a peut-être envie d'en discuter avec toi. Et moi, je finis ce Tour de France des remplacements en me disant, je ne peux pas rendre mon camping-car et m'arrêter là. Il y a forcément quelque chose à faire, on doit pouvoir faire quelque chose. Et donc, on se met à discuter tous les trois de ce qu'on va faire. Et après pas mal de temps, vous pouvez passer la slide suivante, après pas mal de temps d'errance, des projets réfléchis puis avortés, parce que c'est ça aussi, même si là c'est de l'associatif, c'est de l'entrepreneuriat associatif qu'on a voulu mettre en place, d'un coup il y a une idée qui vraiment émerge et on se dit, mais en reprenant le raisonnement très pragmatique, pourquoi est-ce que les médecins ne s'installent pas dans ces zones rurales? Ils ne s'installent pas parce que c'est trop d'engagement. Et donc, il faut diminuer l'engagement. Et donc, il faut augmenter le nombre de médecins. Et donc, on va proposer à ces médecins de venir non pas 3 mois, non pas 1 mois, mais 1 semaine. Parce qu'une semaine, c'est une unité de temps qui, instinctivement, est assez idéale. Un jour, ça ne sert à rien, il y a trop de temps d'apprentissage avant que le médecin soit efficace, il faudrait qu'il vienne de juste à côté pour que le déplacement soit pertinent. 15 jours, c'est déjà la moitié d'un mois, ça commence à ressembler plus à une tranche de vie. 1 semaine, tout le monde peut dédier 1 semaine de son agenda médical à un projet d'intérêt général à fort impact social. Et quand on discute avec des gens et qu'on leur explique le projet, il y a toujours une petite inflexion de la tête qui dit « Ah, 1 semaine, oui, je peux le faire ». Et donc c'est ça qu'on a voulu aller chercher. Donc vous pouvez passer la slide suivante. Donc je me suis entouré de tout un tas de médecins généralistes qui étaient en même temps des modèles. Il y a le docteur Alain Jallet tout à droite qui est médecin à Souillac dans le Lot, qui a été mon maître de stage quand j'étais en 4e année de médecine, qui m'avait impressionné par son humanisme et sa
vision de la médecine générale. Donc je l'ai rappelé et il a tout de suite dit oui, moi j'en suis. Puis il y avait des médecins, le docteur Paul-Henri Lambert au fond, qui est d'ailleurs au fond de la salle, qui est un copain, on est dans la même classe depuis la 4e. Donc on avait forcément une proximité dans ce projet très, très importante. Et puis des médecins que j'ai pu remplacer pendant mon tour de France aussi, ou d'autres médecins chez qui j'ai senti qu'il y avait une possibilité de s'agréger à un projet comme ça. Alors il y a aussi ceux que j'ai sollicités qui ont dit bah non, ou pas tout de suite, ou plus tard. Il y a vraiment eu cette espèce dans laquelle on est toujours, quand on monte un projet comme ça, d'aller chercher des gens. Il y a des gens, on s'attend à ce qu'ils vous suivent, puis ils ne vous suivent pas. Il y en a, on ne s'attend pas à ce qu'ils vous suivent, puis ils vous suivent. Il y en a qui vous suivent très fortement au début, puis qui disparaissent d'un coup. Il y en a qui ne vous suivent pas tellement, mais qui au final, de manière instinctive, se mettent à agir pour vous aider dans le projet, et au final agissent alors qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans l'action. Et il y a tout cet agrégat, et pour moi, jeune médecin généraliste, c'est passionnant, puisque en médecine, on n'est pas du tout formé à cette forme d'entrepreneuriat-là, ou à construire quelque chose. On est formé à faire de la médecine. Et d'un coup, je découvre aussi le management d'une équipe et comment essayer de faire grandir tout ça. Donc, slide suivante. Donc, je vais vous expliquer très simplement le fonctionnement de Médecins Solidaires. Slide suivante. Comment ça marche? Donc, c'est le temps partagé solidaire avec cette phrase clé: demandez peu à beaucoup de médecins plutôt que beaucoup à peu, puisque beaucoup à peu, on est en train de le voir, ça ne marche pas. Donc on est en train d'essayer de faire rentrer un rond dans un carré en étant dogmatique sur ce modèle du médecin de famille qui est un modèle que moi j'adore. Mon père l'a été pendant 40 ans, je le suis moi-même. Je suis installé dans le nord de la Haute-Vienne à mi-temps parce que l'autre mi-temps je suis sur Médecins Solidaires, mais on est 4 médecins dans une maison de santé. La notion de médecin de famille est une notion merveilleuse. Le niveau relationnel qu'on peut construire en tant que médecin de famille est formidable. Et tant qu'il y aura des médecins de famille qui voudront s'installer, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Mais tous les territoires dans lesquels il n'y en a pas et dans lesquels il n'y en aura pas, il est de notre responsabilité, en tout cas il est nécessaire que l'on réfléchisse à une autre offre de soins, à une autre organisation. Comment est-ce qu'on peut redonner un accès aux soins? Et donc c'est vraiment cette réflexion qui nous a animés. Slide suivante. Aujourd'hui, ça fait 1 an, on a ouvert, on y reviendra après, mais on a ouvert notre premier centre médical à Agen en Creuse le 31 octobre 2022. Ça fait 1 an qu'il est ouvert et on en a même ouvert un deuxième le 19 juin en Creuse également. Je vous expliquerai pourquoi. On peut avoir du coup un recul sur le fait que ce n'est pas juste une utopie ou un projet un peu déglingos de quelqu'un qui a juste envie de se remuer, mais ça ne marchera jamais. Non, ça fonctionne et on en a fait l'expérience pendant 1 an. Et les profils, c'est 40% de médecins remplaçants. Aujourd'hui, il y a 15 000 remplaçants en France. C'est une manne extraordinaire. 30% de retraités actifs qui se disent « mais moi j'ai fini, j'ai fait ma part du boulot, j'ai envie de retrouver ma liberté, mon droit au repos, mais j'ai une compétence, je vois bien ce qui se passe dans le pays, et si on me demande de consacrer 1 ou 2 semaines par an, bah, je ne suis pas contre, mais par contre, et ça c'est redondant dans tous les discours des retraités, qu'on ne me demande pas de signer en bas de la page avec une obligation de récurrence. 1 jour par semaine, c'est non. 1 semaine par mois, c'est non. Par contre, 1 semaine de temps en temps, si je veux, je peux. Si je ne peux pas, je ne veux pas. Je me débrouille, mais cette liberté est fondamentale. Et là, il y a une conviction très profonde, c'est que c'est l'absence d'engagement qui crée l'engagement. C'est parce qu'on dit aux médecins, on ne vous oblige à rien, qu'ils vont s'engager et se réengager. Après, libre à nous, et c'est notre responsabilité, de faire en sorte que leur semaine dans le centre médical soit suffisamment bien perçue pour qu'ils aient envie de revenir. Mais à la base, tous y signent justement parce qu'on leur dit c'est 1 semaine et si ça ne te plaît pas, tu reviens jamais. Et ça, il y a vraiment quelque chose là-dedans de très attractif. Et 30% de salariés, comme il y a dans des centres de santé, ou même des médecins hospitaliers, on en a eu. Donc c'est assez équilibré et intéressant. Des conditions d'exercice sereines, ça pour nous c'est très important. Je vous le disais, c'est notre responsabilité de faire en sorte que la semaine soit une semaine de qualité perçue. Et donc très important que les conditions d'exercice soient sereines.
D'abord parce qu'on a envie que les médecins y reviennent. S'ils repartent chez eux, qu'ils reviennent le samedi chez eux en disant c'était l'enfer, j'ai été essoré toute la semaine, je remets plus les pieds là-bas, ça va pas durer longtemps notre histoire. Par contre, si à chaque fois qu'il rentre chez lui, il appelle ses copains en disant écoute, faut que tu y ailles parce que franchement, ça marche bien, on est bien encadré, à ce moment-là, on a un effet de recrutement qui peut être vraiment massif. Et puis, ce qui est très difficile et très important, c'est de trouver une médiane de fonctionnement. On a, et c'est marrant, vraiment, c'est passionnant parce que du coup, on est en contact avec énormément de médecins et on a le vieux de la vieille qui nous dit mais c'est n'importe quoi votre truc, on ne consulte pas assez, il n'y a pas assez de consultations, 40 minutes pour l'ouverture des dossiers de patients chroniques, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant 40 minutes? Et qui sont vraiment des médecins qui disent mais attendez, il faut bosser, mais vous les jeunes, vous ne bossez pas assez. Et qui sont surpris de voir qu'on les libère à 19h en disant « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à 19h ?» Et puis de l'autre côté, la semaine d'après, vous avez une médecin jeune qui, elle, vous dit « Ah non, mais j'ai jamais travaillé autant, 5 jours et demi par semaine, moi, j'ai jamais fait ça, 25 patients par jour, non, c'est super, mais il faut que je me repose pendant 3 mois avant de revenir. » Bon, et puis entre les deux, vous avez à peu près la médiane de ceux qui comprennent et qui sont à peu près bien dans le système. Donc on a trouvé ce rythme de 3 consultations par heure, 20 minutes, c'est le temps nécessaire pour découvrir le dossier d'un patient et lui apporter un résultat, sachant qu'il n'y a pas de temps administratif. C'est une secrétaire sur place, une coordinatrice qui passe la carte vitale, récupère les honoraires, gère le planning, répond au téléphone, rédige les arrêts de travail, les bons de transport, gère le matériel, s'occupe de tout, elle tient la boutique, le médecin vient faire de la médecine. Et ils ne demandent que ça. Et ils sont ravis. On leur met une voiture à disposition. On a même signé très récemment un partenariat avec Dacia qui nous a mis des véhicules gratuitement à disposition. Donc c'est super. Le médecin, il arrive, on va le chercher en taxi à la gare. Le taxi le ramène au centre de santé. Il récupère la Dacia. Il va dans son gîte, parce qu'on les loge dans un gîte de qualité pour mettre en valeur le territoire aussi, c'est important. Ils arrivent dans le gîte. Le lundi matin, 9h, ils vont bosser et ça se passe très bien. Slide suivante. Et puis 40 minutes pour les dossiers de patients en ALD, parce que ça aussi une conviction très profonde, un dossier bien rempli, c'est un patient bien suivi. Si le dossier n'est pas bien rempli, ce n'est pas la peine. S'il est bien rempli, ça marche. Donc il faut du temps pour faire de la médecine générale. Et c'est ce qu'on est en train d'oublier. Et je me permets de faire une parenthèse, parce que j'ai vu que tout le monde, de toute façon, débordait du timing. Mais, il y a aujourd'hui un paradoxe qui est assez important, c'est que quand on sort de l'internat de médecine générale, on a la conviction qu'une consultation, ça doit durer 1 heure, parce qu'on nous apprend à tout décortiquer, le diagnostic de situation, les intrications psychosociaux, familiales, et le patient, comment il va, et d'ouvrir les portes pour être sûr de rien oublier. Et on se dit, c'est formidable. Et puis, quand on arrive sur le terrain, l'assurance maladie nous dit, oui, 8 minutes, c'est bien. 8 minutes, c'est bien, parce qu'on va même vous donner des assistants médicaux pour vous aider, parce qu'il faut abattre du boulot. Et donc, il y a une sorte de paradoxe dans lequel on se sent un peu piégé, et on voit bien vraiment le conflit générationnel, en disant des vieux médecins qui sont habitués à ce rythme, où on va très vite. J'ai l'exemple d'un médecin où on a ce temps de 40 minutes. La patiente venait pour la première consultation et il se trouve qu'elle avait comme demande des semelles orthopédiques. La prescription de semelles orthopédiques. Elle n'avait pas d'autres demandes particulières, mais c'était la consultation pour remplir le dossier. Mais le médecin, il se trouve que ce jour-là, j'étais en Creuse, me dit 40 minutes pour des semelles orthopédiques. Qu'est-ce que tu veux que... Je dis, oui, mais Michel, là, c'était le moment où il fallait remplir tous les antécédents, poser toutes les questions et justement prendre ce temps. Donc, on a aussi tout ce travail pédagogique pour accompagner les médecins et essayer de trouver une organisation homogène. Mais c'est vraiment passionnant sur le plan médical. L'enjeu qui est très fort dans ce projet et qui peut être le premier écueil qu'on nous oppose, ce qui est légitime, c'est oui, mais attends, quelle est la qualité de suivi des patients qui sont comme ça ballottés entre plein de médecins ? C'était une interrogation pour nous tout à fait essentielle au début. C'est pour ça qu'on a fait une expérimentation en Creuse et c'était vraiment la question fondamentale qu'on s'est posée. Qu'est-ce qui se passe en termes de qualité ? Alors peut-être que je ne suis pas objectif parce qu'évidemment ce projet, je suis très impliqué dedans, mais on est très heureusement surpris parce que d'abord chaque médecin remet de l'énergie dans le dossier. À chaque fois. C'est-à-dire que le patient, dès qu'il vient, 20 minutes où il est attentivement écouté.
Alors que quand on est un médecin généraliste installé pendant 20 ans, peut-être qu'au bout d'un moment, ce n'est pas le cas de tous les médecins, mais enfin, c'est un modèle aussi qui a des limites. Peut-être que parfois, on est un petit peu moins attentif, un petit peu plus rapide, qu'on ne voit pas le patient évoluer, qu'on n'a pas envie de le voir évoluer, qu'on ne voit pas les choses. Là, 20 minutes où le médecin remet vraiment de l'énergie dans le dossier. Tout est tracé dans notre logiciel et les médecins ont tous une adhésion à notre charte de valeurs et ne viennent pas là par hasard, ils ne viennent pas pour faire de l'abattage puisqu'ils sont moins rémunérés qu'en temps normal, donc ils ne viennent pas chercher de l'argent. Mais par contre, ils sont conscients que tout ce qu'ils écrivent va être relu. Donc ils font attention, ils le disent même, on écrit plus que dans notre cabinet. Ils donnent plus d'informations. Et ils réfléchissent plus à aller vers le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas non plus envie de passer pour des médecins qui seraient un petit peu légers. Donc ils vont vraiment essayer d'être les meilleurs médecins qu'ils peuvent être. Et puis, on a des coordinatrices qui sont attentives aux patients, qui, elles, sont des points fixes. Et puis, un partenariat avec Azalée. Dans notre deuxième centre, on a une infirmière Azalée qui est là à temps plein, et donc qui permet tous les patients diabétiques, chroniques, etc. On les suit, et ils ont un point fixe. Et du coup, ça permet de faire le lien. On peut, slide suivante. Donc, on est allé en Creuse parce que moi, je suis en Haute-Vienne, c'est à côté. Je ne voulais pas aller en Haute-Vienne parce que je ne voulais pas qu'on m'accuse de prêcher pour ma paroisse. La Creuse, c'était à côté. C'est un département emblématique. En plus, Paul-Henri, mon cher camarade de toujours, avait fait son internat pour partie en Creuse et du coup, il connaissait pas mal de médecins là-bas. Et donc, on est allé en Creuse. Vous pouvez passer les slides. Ça, c'est notre premier centre à Agen. Alors, c'est un cabinet modulaire parce que dans cette commune-là, de 1200 habitants, où il y a un médecin qui a exercé pendant 40 ans, il a exercé dans sa maison, comme beaucoup, ça se faisait à l'époque. Et du coup, quand il est parti à la retraite, il n'y avait plus de maison, plus de cabinet, plus de médecin. Et soit la commune s'est dit, on construit 500 000 € un cabinet, et qui sera peut-être vide, soit on fait un cabinet modulaire le jour où quelqu'un vient frapper à la porte pour voir. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait quand on est venu frapper à la porte. On a mis le cabinet modulaire, il y est toujours, mais on est déjà en train de réfléchir à un déménagement plus pérenne. Slide suivante. Ça, c'est quelque chose de très important. Dans la salle d'attente, il y a la carte de France avec la photo de tous les médecins qui viennent. On prend la photo le mercredi à 14h devant le cabinet pour 3 raisons. La première, c'est pour dire au médecin qu'on est vraiment content qu'il soit là et qu'à partir du moment où il est venu dans le cabinet, ce n'est pas juste un numéro sur un tableur Excel, mais il fera partie pour toujours de l'histoire de ce cabinet. Ça fait partie de l'accueil et c'est important de vraiment faire sentir aux médecins qu'ils sont importants. La deuxième, c'est d'expliquer aux patients le concept. Quand ils sont en train d'attendre dans la salle d'attente et qu'ils voient ça, ça les interroge et donc ça leur permet de comprendre. Et puis la troisième, c'est de ne pas cesser de nous émerveiller parce que moi, à chaque fois que je regarde cette carte, ça m'émeut beaucoup. Aujourd'hui, elle est encore plus étoffée. Vous pouvez passer à la slide suivante. Ça, c'est le centre de Bellegarde en Marche, une histoire un petit peu différente, donc une autre commune en Creuse. Là, pour le coup, même situation, un médecin qui a exercé pendant 40 ans dans sa maison qui part à la retraite, sauf que là, la communauté de communes se dit, tu sais quoi, les jeunes, ils veulent travailler à plusieurs et dans des centres de santé salariés, on va construire un centre de santé de 200 mètres carrés avec 6 box de consultation. Ils ont vu un peu large, ils n'ont pas trouvé de médecin, et donc nous, on est allé investir les locaux. Et donc ça, on a ouvert depuis le mois de juin et on met du coup 2 médecins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, actuellement, au moment où je vous parle, il y a 3 médecins en Creuse qui sont en train de travailler pour Médecins Solidaires et on a chaque semaine 3 médecins qui viennent en Creuse. À Agen, on n'a pas eu une seule semaine de défaillance sur l'année. Et on a 1200 patients dont nous sommes médecins traitants. À Bellegarde, ça vient de commencer. Pour l'instant, on en a 300 et ça va évidemment monter. Slide suivante. Voilà, ça c'est les chiffres que je vous disais. À Agen, on va taper là bientôt les 5000 consultations et 1200 patients. Et Bellegarde, bientôt 1000 et puis 300 patients. Slide suivante. Donc aujourd'hui, on a 200 médecins qui ont rejoint notre collectif, avec la conviction qu'on est en train de démarrer quelque chose de fondamental et qui va augmenter. L'idée, c'est que Médecins Solidaires rentre dans le langage commun, que pour un médecin généraliste, ce soit normal de faire sa semaine médecin solidaire. Ah t'as pas fait ta semaine médecin solidaire, c'est bizarre, c'est sympa, c'est dommage, tu devrais. Si on arrive à faire ça, il y a 70 000 médecins généralistes dans le territoire. Si 10% des médecins adhèrent au projet, on peut ouvrir 150 centres sur le territoire, donc 1,5 par département, changer considérablement la donne, sans être la solution. On n'a pas la prétention d'être la solution, mais en tout cas une contribution sincère et efficace. Vous pouvez passer slide suivante. Les objectifs, slide suivante. Voilà, donc les objectifs, c'est apporter une solution pour redonner une porte à laquelle frapper. Slide suivante, créer un flux dans des territoires isolés. Ça, c'est très important, c'est quelque chose qu'on a découvert. On n'y avait pas pensé au début. On s'est dit, mais en fait, là, il y a une commune qui ne connaissait pas
de médecins, qui n'avait aucun médecin qui y passait depuis 2 ans. Et là, d'un coup, il y a 50 médecins tous les ans qui non seulement passent par la commune, mais ils ne viennent pas juste pour un week-end ou un resto payé par le conseil départemental. Ils viennent pendant 1 semaine exercer la médecine. La probabilité qu'il y ait un médecin qui trouve que sa semaine est sympa, qu'il ait envie de recommencer, et que peut-être même il finisse par se poser la question de s'installer, est forcément meilleure. La probabilité est forcément meilleure. On se rend compte que les seuls médecins qui trouvent des successeurs, ce sont ceux qui sont maîtres de stage universitaires. Parce que les internes ont le temps de cheminer pour se dire je pourrais m'installer là finalement. Il y a 30 ans, ce n'était pas le cas puisque la situation était tellement tendue que les médecins se jetaient sur les places disponibles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, c'est très intéressant de permettre à des médecins de cheminer sans s'engager. Ils viennent, et c'est arrivé plusieurs fois qu'il y en a qui soient venus parce qu'ils ont une idée derrière la tête. Moi, il y a une médecin qui m'a dit « Je suis salarié dans un centre de santé à Paris, avec mon mari, on se pose la question de bouger. Ton modèle me permet d'aller voir sans alerter toute la municipalité, qu'on me tire un feu d'artifice et qu'on m'empêche de repartir. » Donc très important ce flux, slide suivante. Et puis mieux équilibrer la répartition des médecins de manière naturelle. C'est-à-dire qu'on a un médecin, par exemple, dans la banlieue de Rennes, qui est dans un territoire où il est assez privilégié. Ils sont une maison de santé dans laquelle ils sont 6. Il a des remplaçants qui sont facilement mobilisables. Bien, il vient en Creuse. Et il y a une sorte de mouvement comme ça, de jeu de billard à bande, qui fait qu'on arrive à mettre 3 médecins par semaine en Creuse sans enlever de l'accès aux soins à personne. Parce que les médecins qui viennent, ce n'est pas des médecins qui sont installés tout seuls dans le Jura, sinon ça n'aurait pas de sens. Et slide suivante. Et puis créer un courant positif et constructif, ça j'y crois beaucoup, c'est peut-être la chose la moins mesurable, mais qui est quand même très importante. Tant que le seul discours dominant dans la médecine générale sera de dire notre métier est difficile, épouvantable, on est trop mal payé, on a trop de charges administratives, on n'arrivera à rien, c'est terrible ce qui nous arrive, il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à recruter plus de médecins et à créer une espèce d'énergie positive. Donc, médecins solidaires, l'idée c'est de créer un collectif de médecins enthousiastes, passionnés, humanistes, qui sont pour la médecine de proximité, qui ont envie de se mobiliser, qui sont contents de se retrouver et qui sont contents de créer ce sentiment d'appartenance où on se retrouve dans une structure qui aujourd'hui n'existe pas. Enfin, maintenant elle existe, mais il y avait soit les syndicats qui sont très politiques, très dans la revendication, dans lesquels on ne se sent plus tellement représenté aujourd'hui, notre génération, soit l'ordre des médecins qui est très administratif, juridique, dans lequel on n'a pas tellement envie d'aller passer de temps non plus, et de se retrouver autour de ce qui nous unit vraiment, c'est-à-dire le soin et la proximité. Et puis, slide suivante. Donc une ambition très forte, je vous l'ai dit, ça c'est le potentiel, je vous l'ai dit. 150 centres solidaires si 10% s'engagent. Bien sûr, si 100% des médecins s'engagent, c'est 1500 centres solidaires. Voilà. Slide suivante. Voilà. C'est fini. Merci beaucoup. Je pense que j'ai fait peut-être une demi-heure, non ? Alors non, vous avez excédé que de 5 minutes. Comment ? 5 minutes, ça va, c'est pas pire. Alors, merci beaucoup. On va... Oui, attendez, vous rasseyez pas, enfin, excusez-moi, si oui. vous voulez bien. Non. On va prendre une question de la salle, peut-être 2 si elle est très courte. Bonjour, merci pour cette présentation très claire. Moi j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous voulez vous reconvertir, c'est dans le stand-up. Cela étant, une question un peu provoque. Paris a perdu 35 à 40% de ses médecins généralistes en l'espace de 15-20 ans. J'aimerais savoir si vous leur offrirez les mêmes conditions, à savoir hébergement en gîte, Dacia et bien entendu le bureau gratuit. Voilà. Alors, nous, on commence par la ruralité, parce qu'il faut bien commencer par un angle, et c'est celui-là qu'on a choisi. L'idée d'avoir médecins solidaires ou équivalents dans les zones urbaines ou périurbaines est une idée qu'on est prêt à développer plus tard quand on sera bien installé dans les zones rurales. Et la problématique parisienne est une problématique très spécifique où il y a effectivement une inéquité totale sur le fait que la consultation soit à 25 € à Paris ou en Creuse, alors que les conditions sont évidemment pas les mêmes. Oui, merci Jean-Paul Ortiz, ancien président de la CSMF. Moi, je trouve que votre modèle, il est intéressant et bravo. Bravo parce que ça montre, mais je le dirai tout à l'heure, que des initiatives de terrain existent et elles font chaud au cœur. J'ai quand même des interrogations. Un, le modèle économique. Les médecins viennent pendant 8 jours, ils ne sont pas payés. Si, ils sont rémunérés 1 000 € la semaine en salaire net. D'accord. Donc vous en sortez quand même ? Alors, on a un modèle qui est à l'équilibre,
Parce que, on n'a pas de charges immobilières, c'est-à-dire que c'est les communes qui payent les locaux, qui payent les fluides, qui payent l'électricité, etc. Et deux, les médecins acceptent une rémunération moindre, puisqu'ils sont payés 1 000 € la semaine, ce qui est correct, mais un médecin généraliste qui peut prétendre à une rémunération supérieure sur des remplacements équivalents. Oui, d'autant qu'il a ses charges à payer quand même, au passage. Tout à fait. Ce sont des centres de santé, bien sûr, c'est du salariat. Oui. Oui, ça pose quand même derrière le problème de la valeur de l'acte médical, mais je referme la parenthèse. Deuxième question que je voulais vous poser, quid, parce que je les connais, puisque j'ai été moi-même vice-président de mon département, quid de l'attitude du Conseil de l'Ordre où sont inscrits chacun des médecins, parce que, quelque part, vous faites comment ? Ils ont un contrat de remplacement, c'est pas complètement simple quand même au niveau juridique. Oui, alors sur vos deux questions, d'abord sur le modèle économique, nous c'est un positionnement très clair, on est dans l'action efficace et pragmatique, on refuse d'aller sur le terrain... Non mais je trouve ça très bien. Non mais je le dis parce que nous, individuellement, tous les médecins dans le collectif, on a tous des avis qui souvent se retrouvent. Je suis tout à fait indigné de ce qu'il y a eu sur la revalorisation, la renégociation conventionnelle, etc. Et vous dites que ça pose la question de la valeur de l'acte médical. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est proprement scandaleux et il y a tout un tas de choses à voir de ce côté-là. Une fois qu'on a dit ça, les patients ne sont toujours pas soignés. Donc on dit, nous on a des médecins dans notre collectif qui sont des représentants syndicaux, qui sont membres de syndicaux très vindicatifs, mais qui de l'autre côté sont aussi dans Médecins Solidaires. L'idée c'est pas de dire, finalement la médecine générale ça vaut ça. L'idée c'est de dire, bon les gars, il y a des patients qui sont en train de mourir, il faut qu'on fasse quelque chose. Pendant ce temps, ça n'empêche pas de revendiquer quoi que ce soit. Et la deuxième question que vous avez posée... Conseil de l'Ordre. Conseil de l'Ordre. Les conseils de l'Ordre, nous, c'était un peu une source d'inquiétude. Tous, pour l'instant, tous, parce qu'on n'a pas encore des médecins qui sont venus de tous les départements, mais tous les départements dont les médecins sont venus ont tous été très favorables, en tout cas très d'accord, puisque nous, ce qu'on propose aux médecins, si c'est des remplaçants, on leur fait signer un contrat de salariat pendant juste une semaine. Si c'est des médecins installés, ils ont le droit de se faire remplacer pendant qu'ils viennent, à condition que leur conseil de l'ordre leur permette. Excusez-moi, remplaçant, il n'y a pas de titulaire dans le centre, il n'y a pas de médecin titulaire. On crée des activités secondaires toutes les semaines. Sur le plan administratif, c'est très lourd. On est en train de discuter avec le ministère. Je ne vous parle pas de la question des cartes CPS, etc. On est en train de s'insérer dans un système qui n'est pas du tout prévu pour fonctionner comme ça. Mais c'est le coût de notre innovation, entre guillemets. On se dit, on met un pied de biche dans la porte et on dit, mais là, ça marche, il y a des médecins qui viennent, donc il faut que le système change. Mais nous, c'est une montagne administrative. C'est horrible. C'est horrible. Non, mais bravo, continuez, vous êtes un magnifique colibri. Merci. Juste une dernière question. Bonjour, Agathe Peignet, vice-présidente en charge des perspectives professionnelles à l'ANEP, donc c'est l'Association des étudiants en pharmacie de France. Je tenais à vous remercier parce que votre projet est hyper intéressant et en tant qu'étudiant, ça donne vraiment envie de pouvoir découvrir différents territoires, notamment des territoires ruraux qui sont très délaissés par les étudiants, par les professions de santé de manière générale. Est-ce que votre association a comme projet aussi d'étendre aux autres professions de santé ? Parce qu'il n'y a pas que les médecins qui manquent dans nos territoires, il y a aussi les différentes professions de santé et paramédicaux. Est-ce que c'est un projet ou est-ce que c'est en cours de discussion ? Une deuxième question, et la dernière. Bonjour, je suis représentante d'une association de patients. Et je me disais, vous parlez du côté des médecins, je trouve ça formidable. Moi, j'habite dans un désert médical, donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver un médecin. Donc, tant mieux s'il y en a plein qui viennent. Mais moi, je ne me verrais pas voir un médecin différent à chaque fois que je veux faire une consultation. Donc, comment vous êtes reçu par des patients à chaque fois avoir une tête différente, comment ça se passe ? Alors, sur votre question, on est effectivement en train... J'essaye d'aller vite. Sur votre question, on est en train effectivement de se poser la question d'ouvrir notamment aux médecins spécialistes qui ont beaucoup envie de nous rejoindre. Maintenant, on essaye d'être très prudent parce qu'il ne faut pas qu'on ait les yeux plus gros que le ventre. Il ne s'agit pas qu'on explose avant d'exister. Donc, on essaye de bien s'implanter sur la médecine générale et après, on verra. Mais la question d'ouvrir, c'est une question qui est ouverte. Et sur votre question, madame, je vous invite à téléphoner à la pharmacie de Bellegarde-en-Marche ou à la pharmacie d'Agen et à demander quel est le retour des patients.
les patients sont ravis. Voilà. Et donc, pour moi c'est validé. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup. Alors, nous allons passer à la présentation. Il marche? Ça fonctionne le micro? Oui. Oui. Donc, je vous présente Dominique Jakovenko, qui est infirmier libéral et qui s'est inscrit dans une expérimentation article 51 sur une organisation un peu différente pour son exercice professionnel, qui va nous présenter aujourd'hui. Son article 51 est en train d'arriver à l'évaluation. Ça va faire 5 ans qu'il est entré dedans et donc il va nous faire sa présentation. Donc moi je suis dans un article 51 qui s'appelle Équilibre, donc, qui arrive enfin, là, qui a été prolongé. L'évaluation vient d'être donnée à la CNAM et on attend les décisions de la CNAM. On est assez optimiste, voilà, mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire encore. Voilà. Donc en fait, on est sur 3 régions, Île-de-France, Hauts-de-France, Occitanie. On est les plus nombreux en Occitanie, c'est 180 infirmiers. Donc vous aurez les diapos si vous voulez. Là, il y a marqué 25 000 patients pris en charge au niveau d'équilibre. Maintenant, on est à 30 000. Les piliers de l'expérimentation, c'est la prise en charge globale du patient, l'autonomisation du patient. On a un gros travail de coopération et de travail avec les patients. Ça fait partie de Équilibre. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. On travaille en équipe. On est en équipe autonome, autogérée, en travaillant sur l'intelligence collective. Et un des points intéressants de cette expérimentation, c'est qu'on n'est plus payé à l'acte, mais on est payé au temps passé avec le patient, pour le patient, et même l'aidant. L'aidant est reconnu. On est autonome dans le rôle propre infirmier, donc à savoir que dans notre nomenclature, il y a plein de compétences infirmières qui sont ignorées, qui ne correspondent pas à des actes, donc qui ne sont pas reconnues, valorisées. Là, dans cette expérimentation, toutes nos compétences qui sont dans notre rôle propre sont à notre initiative et sont reconnues, valorisées. On a énormément de patients qu'on rend autonomes partiellement ou totalement, puisqu'on est reconnu pour l'éducation, la coordination, ce qui n'est pas le cas dans la nomenclature actuelle. Voilà. Donc c'est une adaptation de Burzorg au système de santé français. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Voilà, vous pourrez chercher sur Internet. Ça a été créé en 2006 par 4 infirmiers libéraux qui n'étaient pas du tout contents de dans leur façon d'exercer. Ça nous rappellera qu'aujourd'hui, il y a notamment un collectif qui s'appelle Infirmiers libéraux en colère, qui ne sont pas du tout contents non plus de leurs conditions d'exercice, et de la reconnaissance et de la valorisation. En 2007, ils étaient 8 000. Actuellement, ils sont 10 000 à exercer sur ce modèle-là. Et il y a un autre modèle qui est celui qui existait avant, avec des gens qui dépendent d'un système de santé qui les envoie, suivant leur territoire, faire des soins. Donc c'est à savoir aussi que Burzorg a été 5 fois nommé meilleur employeur de Hollande. Et en 2021, Jos de Blok, qui est le créateur de Burzorg, a eu la remise du prix à Davos de l'innovation en santé. Voilà, pour vous faire un peu le tracé de cette expérimentation. On peut passer à la suivante, puisque ça c'est important, mais on le retrouve de l'autre côté, par rapport à la qualité de vie. Donc si vous pouvez passer à la slide suivante, voilà. Donc ça fait partie du rapport final qui a été divulgué avant sa parution sur le niveau qualitatif. Là maintenant, le quantitatif a été donné. Monsieur Revel, qui était là tout à l'heure, a été la personne qui a signé le déploiement de cette expérimentation et qui, comme nous, espère sa prolongation. Donc, vous voyez que vous avez des chiffres quand on parle que les infirmiers ont du mal à trouver du sens à leur métier actuellement. Nous, on mesure la chance qu'on a. Et quand vous voyez les chiffres de ce qu'on peut ressentir,
sur la globalité de la prise en charge, sur davantage de prévention, d'éducation, qui est notre cœur de métier, notre rôle propre, une autonomie plus importante, une meilleure organisation des soins à domicile. Il faut savoir que 97% des infirmiers libéraux dans Équilibre ne veulent pas retourner au modèle NGAP après avoir travaillé pendant 4 ans sur cette forme-là. Voilà. La slide suivante. Donc là, vous avez des chiffres sur la qualité de vie avant d'être dans Équilibre et maintenant qu'on est dans Équilibre. Les conditions de travail avant Équilibre, les conditions de travail dans Équilibre. Voilà, c'est assez marquant. Vous voyez, quand on parle aussi de tout ce qui est administratif, rébarbatif après les tournées, vous voyez les chiffres, je ne vous dis rien, il suffit juste de les regarder pour voir pourquoi, quand on est dans Équilibre, on est hyper heureux. À savoir qu'il y a 500 cabinets d'infirmiers qui ont signé des lettres d'intention et des inscriptions sur des listes d'attente pour nous rejoindre. Là, je vous ai dit qu'on était sur 3 régions. Au niveau des gens qui sont inscrits pour nous rejoindre, on a 18 régions représentées. Donc, on est assez fiers de ça. Et ça montre bien l'engouement de la profession. À savoir que je vous parlais d'infirmiers libéraux en colère. À peu près 80% de ce que les collègues réclament ou reprochent au système, nous, on l'a dans Équilibre. Donc, vous comprendrez un peu la différence entre ces mouvements et notre satisfaction d'être dans Équilibre. La slide suivante, c'est celle qui est la plus parlante et qui va faire plaisir à Jean-François. À savoir que nous, au niveau de l'expérimentation, on a envoyé des questionnaires à tous les patients qui avaient été pris en charge au moins 3 fois dans le mois d'avril 2020. Il y a eu à peu près 42% de retours de patients. Ça a été décortiqué par une société privée. Et on a retrouvé à peu près les mêmes chiffres que les gens de l'évaluation SEMCA qui sont diligentés par le ministère et la CNAM, qui ont fait des appels au niveau des patients et les interrogations. Vous comprendrez pourquoi nous, on est heureux au travail et heureux avec nos patients. Et vous voyez les chiffres du ressenti des patients dans la prise en charge Équilibre avec la prise en charge qu'ils avaient avant. Voilà, ça se passe de commentaires. Et moi, par exemple, sur mon cabinet, on est depuis le départ à peu près à 140 patients qu'on a rendus autonomes partiellement ou totalement. Quel que soit leur âge, on a les résultats les plus flagrants sont avec les diabétiques, avec la santé mentale, voilà, en consacrant du temps, en essayant de comprendre les problématiques avec les problèmes médicaux et en mettant en œuvre des actions qui répondent à ces besoins. Alors je devance une question éventuellement. Vous allez me dire, vous êtes payé au temps passé avec les patients. Comment vous faites? Les journées font que 24 heures. Alors il faut savoir que dans pas mal de cabinets, on a augmenté le nombre d'infirmiers. C'est ce qui s'était passé en Hollande. Et nous, sur notre tournée, on a créé une deuxième tournée le lundi, mardi, jeudi, vendredi pour justement bien organiser les soins et laisser la possibilité de donner du temps aux patients. Voilà. Donc là, l'évaluation a été donnée. Il y a des choses qu'on a envie de vous dire, mais qu'on ne peut pas, puisque ça appartient d'abord à la communication de la CNAM et du ministère. C'est ce qui nous rend assez optimistes. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a pas mal de cabinets qui veulent nous rejoindre. Voilà. Après, je peux répondre à toutes les questions. Merci, Dominique. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Juste pour éclaircir, c'est un fonctionnement quand même en libéral? Oui. Alors, il y a 2 possibilités, puisque l'association Soignons Humains, qui fait partie de Burzorg International, avait dans son fonctionnement des centres de santé dans le nord de la France. Donc, quand ça a été autorisé pour les infirmiers libéraux et pour les centres de santé. Mais on est à 75% des infirmiers libéraux. Dominique, oui, pardon, j'y vais. Oui. Quelle est, selon toi, selon vous, votre chance
quelle est la part de chance que tu donneras à ton projet? Parce que j'ai reçu, comme tu le sais, Marie Daudet, il n'y a pas très longtemps, en entretien, et elle nous a rappelé que tous ces articles 51, enfin un bon nombre d'entre eux, vont être examinés, évalués, certains vont passer, connaîtront le succès, enfin en tout cas l'État va les soutenir, et d'autres vont être abandonnés. Selon toi, quelle est ta part de succès? Et parce que au-delà de l'intérêt des professionnels de santé, c'est surtout quand même, visiblement, me semble-t-il, ce qui compte, c'est l'efficience. C'est-à-dire, voilà, on pense à un nouveau système, notamment de rémunération, mais c'est au regard de ce qu'il coûte. Et en fait, au-delà de l'expérimentation, c'est quand même à la clé une généralisation, enfin au moins une tentative, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que c'est comme ça que vous regardez les choses? Ouais, donc en premier lieu, dans le PLFSS, il y a un paragraphe qui dit qu'on va faciliter le passage dans le droit commun de certains articles 51. Donc on espère bien être dedans. Voilà. La deuxième chose, c'est que, donc même si je ne peux pas vous le dire, on a prouvé que ce système faisait pas mal d'économies pour le système de santé français. On a prouvé qu'on pouvait faire une diminution des produits de santé, une diminution des hospitalisations, des passages aux urgences. Au niveau comme on a la main sur la coordination, on a du coup développé pas mal de travail commun avec les pharmacies, avec les médecins. On a permis que le médecin, quand il avait une consultation avec nos patients, c'est qu'il en avait besoin. On a aussi favorisé la coordination pluridisciplinaire, la coordination médicale au lit du patient. C'est-à-dire que comme on est reconnu pour la coordination, le temps qu'on passe chez le patient avec le médecin pour faire le point nous est reconnu, valorisé. Et donc le médecin gagne du temps, il sait vraiment les problèmes qu'il y a. Donc là, de ce côté-là aussi, ils ont été assez favorables à cette chose-là. Voilà. Au niveau des médicaments aussi, ils travaillent avec les pharmacies, puisque de chez le patient, systématiquement, c'est nous qui faisons le renouvellement ou les demandes de renouvellement. C'est assez important dans l'évaluation finale aussi. Donc on est positif sur ces points-là. Oui, bravo, c'est très très bien. On commentera tout à l'heure dans la table ronde. J'avais deux questions à te poser. La première, c'est, à moins que j'ai peut-être zappé au début, mais comment ça se passe la coordination sur le terrain avec les autres professionnels? Parce que dans l'article 22 dont tu parles, c'est l'article 22, les parcours de soins complexes, c'est pris par des équipes. Ce sera pris par des équipes de terrain. Donc comment ça s'est passé, effectivement, la coordination entre le médecin traitant, notamment? Est-ce que c'est à sa demande? Est-ce que c'est vous qui l'initiez? En pratique, ça se passe comment? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que manifestement, ça s'adresse à des patients qui sont déjà suivis par des infirmières ou des infirmiers à domicile. Donc ça ne concerne donc que ces patients, notamment à domicile, chez lesquels vous allez à domicile quotidiennement pas, puisque tu parles des diabétiques pour faire les piqûres. Donc c'est une catégorie de patients particuliers, j'imagine, lourds, complexes, à domicile. Mais ça représente, est-ce que vous l'avez fait sur des patients plus légers dans le cadre de l'ambulatoire, indépendamment de leur domicile? Et troisième question, financièrement, qu'est-ce que ça vous rapporte? Parce que c'est quand même extrêmement important. Alors, la première chose, comme on a la main sur la coordination, qu'on nous donne la coordination, puisque il y avait des études. Avoir la main, c'est-à-dire qu'on est à l'initiative. Mais par exemple, le médecin, s'il y a un problème, parce qu'après, on a des habitudes de travail avec les médecins qui nous connaissent. Et donc, s'il y a besoin, ils nous appellent pour faire le point. Sinon, c'est nous qui sommes à l'initiative quand il y a besoin de lui dire, voilà, j'ai besoin de te parler de tel patient. Si tu veux, on se retrouve chez le patient, tu me dis le jour et l'heure. C'est nous qui faisons des demandes pour être là quand les assistantes sociales pour l'APA viennent évaluer. Moi, par exemple, je suis formé à la fragilité de la personne âgée, donc quand je sais qu'il y a un dossier comme ça, où je crée un dossier parce qu'il y a une urgence, notamment pour les aidants, et maintenant les travailleurs sociaux nous connaissent
Alors c'est peut-être le système D, c'est peut-être injuste pour d'autres, mais quand un dossier arrive venant de notre part, eh ben, il passe plus vite parce qu'en fait, il est déjà complet, les demandes sont bien précises et du coup, voilà, ça c'est nous qui sommes à l'initiative, ça nous est reconnu. Et on fait la même chose au niveau de la coordination avec les médecins. Comme on est payé au temps passé avec le patient pour le patient, on le fait de chez le patient. Et on contacte la pharmacie et on lui dit à l'avance. Avant, on lui disait il me faut les médicaments pour ce soir et tout. On est responsable. En fait, on est infirmier de famille, on est infirmier référent. Chaque personne dans le cabinet est référente d'un patient. Et ça fait partie de notre rôle. Donc, quand on fait des préparations de semainiers et tout, c'est nous qui sommes là pour gérer et qui appelons pour que justement il n'y ait pas de rupture et pas d'appel en urgence. Non, on ne prescrit pas. Et par exemple, ce qu'on fait, c'est que des fois, on appelle le médecin pour lui spécifier que son malade va très bien. Et il y a des fois, le médecin fait l'ordonnance, le renouvellement de l'ordonnance à notre demande. Et comme on se connaît, le médecin sait que si on lui dit que le patient va bien et qu'on a besoin d'un renouvellement habituel, il le fait sans venir. La deuxième question, c'était par rapport aux patients. Non, c'est tous les patients qui sont pris en charge modèle équilibre. On n'a pas on n'a pas le droit d'ailleurs dans l'expérimentation d'avoir des patients NGAP, des patients équilibre. Tout le monde est dans l'équilibre et tout le monde a la même chance d'être soigné sur la même façon, qu'on soit diabétique, Alzheimer, parkinsonien, et on consacre le temps que le patient a besoin. C'est pour ça qu'en santé mentale, on a de très bons résultats. On a des gens qui retrouvent l'estime de soi et l'initiative du soin. C'est nous qui aussi veillons au parcours de soins pour les rendez-vous, à savoir qu'on est aussi rémunéré si c'est tel le cas, et nous ça nous est arrivé plusieurs fois, d'accompagner un patient chez un spécialiste et d'être rémunéré le temps qu'on a passé. La grande différence, c'est que quand le patient revenait de chez le spécialiste, on lui demandait « qu'est-ce qu'il vous a dit ?» Il parle doucement, j'ai rien compris. Nous, quand on a un patient qui a des troubles cognitifs ou qui a des troubles importants, par exemple, on a été chez un psychiatre avec un patient, quand on lui disait, vous l'avez vu, et déjà il avait arrêté le parcours de soins pendant 4 ans, on lui a dit la première fois, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Oh, moi, elle m'a demandé qui était le nom de mon infirmier. Donc le coup d'après, on y a été avec la liste des médicaments. On lui a expliqué que pour nous, ça nous semblait quand même assez étrange que ce patient ait 4 antidépresseurs. Et du coup, elle a fait le bilan. On a aussi appris qu'il avait un médicament qui était contre-indiqué avec son problème cardiaque. Si on n'avait pas accompagné ce patient, personne ne le savait. Donc, on a la possibilité, pour respecter le parcours de soins, pour faire la coordination, d'accompagner les patients quand ils en ont besoin. Et au niveau financier, soit il y a apparemment, dans l'expérimentation, il n'y a personne qui a perdu d'argent. Il y en a qui ont maintenu en faisant moins de soins. Et puis moi, j'ai augmenté mon nombre d'infirmiers dans mon cabinet. Comme je suis beaucoup dans l'éducation thérapeutique, la prévention, la coordination, la fragilité, j'ai un peu augmenté mon chiffre d'affaires en augmentant le nombre de patients. Il y a le bouche à oreille aussi qui marche. Et c'est pour ça qu'on prend tous les patients. Merci beaucoup. Merci Dominique. Alors, on va demander aux participants de la prochaine table ronde de nous rejoindre. Donc, on va maintenant démarrer cette table ronde. Alors, on va demander l'intervention des gens qui n'ont pas participé aux exposés qui viennent d'avoir lieu. Ensuite, bien sûr, on aura une phase de questions. Et l'ensemble, y compris vous deux, messieurs, qui venez vous exprimer, pourront bien sûr participer aux réponses aux questions. Donc, on reste sur ce thème des nouvelles formes d'innovation organisationnelle. Alors, je vais juste compléter. Je pense qu'il y en a qui sont un peu occupés après. Donc, on va essayer de faire 5 minutes de propos liminaires pour chacun d'entre vous. Et l'objectif, c'est qu'on puisse avoir du temps pour échanger justement sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ça. Donc, on va faire 5 minutes chacun et les questions après, au cas où certains devraient partir avant la fin. On va commencer par Lamine Gharbi, président de la FHP. L'idée, ça va être de nous aider à introduire un petit peu le sujet avec 2 grandes questions, mais que 5 minutes, désolé. D'abord, pourquoi finalement on fait toutes ces innovations organisationnelles ? Est-ce que c'est uniquement pour pallier à du manque de personnes ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Et aussi, quelles sont les conditions qui permettent de mettre en place ces innovations ? Vous parliez tout à l'heure de l'esprit Covid, je pense que ça en fait partie, vous y reviendrez sûrement. Mais voilà, vraiment, pourquoi on le fait et qu'est-ce qui permet d'y arriver ?
Alors, je vais être très, très rapide. Pour moi, l'innovation, c'est une désobéissance. Il faut désobéir. Je crois que vous en avez parlé. Il faut désobéir sur tous les circuits administratifs, réglementaires, ordinaux. Il faut passer outre. On a eu des autorisations de réanimation en 10 jours, signées par les ARS, alors que, comme je dis toujours, il fallait avant 10 ans pour avoir un non. C'était non. Là, on a eu des oui. Plus de 100 oui sur tout le territoire. Je vous rassure, l'ARS a repris son pouvoir. Il en reste 2, je crois. 2, peut-être 3 sur le territoire. C'est-à-dire qu'on s'est fait tout ratiboiser par la fonction, la puissance publique. Donc il faut désobéir. Quand je vois qu'on manque de pharmaciens et qu'on nous explique aujourd'hui que, alors je vois qu'il y a la présidente de la NEF, chère consoeur, j'ai été vice-président à une époque, mais tu n'étais pas né. Quand je vois que les pharmaciens s'opposent, les ordres, les syndicats s'opposent au fait que dans nos PUI d'établissements de rééducation de psychiatrie, qui ne sont pas des PUI extrêmement complexes à gérer, ce n'est pas 500 lits MCO, avec de la stérilisation, de la chimiothérapie, etc. On n'arrive pas à embaucher des pharmaciens d'officine, des docteurs de base, Bac+6 quand même, on n'y arrive pas, et qu'il y a des plaintes ordinales. Donc il faut innover, il faut simplifier. Et il faut retrouver l'esprit Covid, et il faut faire en sorte qu'on se batte tous pour le service public en santé. Et que le service public hospitalier, moi j'en veux plus du SPH. Alors c'est vrai, Nicolas, il est extrêmement clair dans ses propos, il est pragmatique, il est un peu chafouin parce qu'on lui pique, bon, peut-être quelques pointures à la PHP, mais il y a tellement de pointures à la PHP que ça ne me gêne pas trop. Donc, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on s'amuse ensemble, parce que moi j'en ai ras-le-bol aussi de cette sinistrose ambiante. Quand on est à la tête d'une fédération, d'un syndicat, d'un ordre, on est là pour réformer un système. Et si on se plaint, nous, c'est comme vous, les médecins, si vous êtes malade et pas bien dans vos têtes, le patient que vous avez en face de vous, il va ressortir à l'envers. Hein. Alors moi, je voudrais qu'on soit positif, qu'on soit content de faire ce qu'on fait. Et l'innovation, pour moi, c'est vraiment la désobéissance. Voilà, désobéissance réglementaire. Et il verra ce qui se passera. Il n'y a plus de médecins. Alors, les 1 000 € par semaine, c'est solidaire, mais vraiment bravo. Je vais expliquer, moi, à mes directeurs qui m'expliquent que pour avoir un médecin aux urgences en 12 heures, c'est 1 200 € de salaire net par jour. 1 200 € par jour. Et bien sûr, on paye les charges, on paye le repas, l'hébergement s'il faut, et le transport. Non, ils veulent autre chose que comme voiture. Dans les Dacia, ils te disent... bon. Non, je plaisante. Sinon après, ils vont me faire taper de gros privés lucratifs. Mais... je pense qu'effectivement, excuse-moi, je te tutoie parce que tu es jeune, mais c'est pas contagieux. Hein. Mais bravo pour ça, quoi. Voilà, bravo. Bravo parce que c'est un combat que tu mènes, tu réussis, bravo. Et ça fait rêver et on se dit, voilà, il y a d'autres choses à faire que de sortir des sentiers connus et reconnus. Voilà, donc innovation, désobéissance, et on arrête d'empiler les strates. Et si on ne trouve pas un chemin réglementaire, eh bien, on l'invente. Et puis s'il n'y en a pas, on y va quand même. Voilà. Moi, c'est le mot que je porte au sein de la fédération. Quand je vois une mesure simple pour les infirmières, un manque d'infirmières, alors Nicolas, il a du bol, plus de 1%, je ne sais pas comment il fait, mais enfin, moi, il ne dit pas tout, hein, il les loge, il leur file 6 000 € par mois de salaire. Non, attends, on les voit passer les annonces, hein, on les voit passer les annonces. Donc voilà, il a un déficit de 300 millions, mais il a oublié de dire, peut-être que je n'ai pas entendu, que l'État lui couvrait l'entièreté de son déficit. C'est un homme heureux, Nicolas, voilà, c'est de la jalousie hein, que j'ai par rapport à Nicolas, et beaucoup d'affection. Parce qu'il était à la CNAM, il a marqué son passage. Donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on soit vraiment force de proposition et qu'on arrête d'empiler ces strates administratives. On n'en peut plus, quoi. Voilà, donc on fait, on fonce. Et quand je vois, c'était l'exemple que je voulais prendre, on ne peut pas dire que l'administration française soit bloquante. La DGOS a expliqué qu'une aide-soignante dans nos boutiques, si elle avait un peu d'expérience, pouvait rentrer directement des années d'études infirmières. Punaise, super, top. Eh bien, les syndicats d'infirmiers, les ordres, on est contre, on ne veut pas. On ne peut rien faire. Alors, il faut vraiment lutter contre cette sinistrose et cet empêchement. Et je suis content d'ailleurs, je vois qu'il y a des médecins aussi, cher docteur, imminent syndicaliste. Je suis content que mes confrères pharmaciens puissent enfin délivrer un Monuril et enfin traiter une angine sans passer par la case médecin. Parce que je vois des dames dans la salle, je veux dire, si vous n'avez pas accès à un pharmacien quand vous avez une cystite, eh bien, c'est extrêmement désagréable et c'est insupportable que le pharmacien Bac+6 ne puisse pas délivrer. Bon, mais ça... Voilà. Voilà ce que je voulais dire en propos liminaire. L'innovation, pour moi, c'est une désobéissance civique et réglementaire. Merci beaucoup.
On va donner la parole à Antoine Malone, qui est responsable du pôle Prospective Europe. Voilà, il va se présenter. Merci. Pourquoi innover? C'est à la base, ça entraîne, je suis d'accord, à une certaine transgression, mais c'est d'abord parce que les besoins de santé évoluent. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un système de santé qui était fait pour des épisodes plutôt aigus, pour des traits curatifs qui demandaient en fait peu de coordination et des populations jeunes. Et aujourd'hui, on n'est plus là. Et donc, on a en fait des besoins de santé qui sont en décalage et qui sont différents de la façon dont notre système de santé est construit. Et la nécessité d'innovation, elle vient de là. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter effectivement sur le terrain comme vous le faites. C'est-à-dire inventer des trucs localement pour dire comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui marche compte tenu des besoins qui évoluent. Mais fondamentalement, la nécessité de l'innovation, elle vient de là. Et ça oblige effectivement à repenser d'abord ce qu'on attend de notre système, globalement, pour après permettre à des innovations effectivement locales ou des innovations dans les parcours de se déployer dans un cadre qui fonctionne assez bien. Et il faut aussi s'appuyer sur la réalité de notre système à nous. C'est-à-dire qu'on voit que partout à travers le monde aujourd'hui, chez tous nos voisins européens, on va vers des systèmes de santé beaucoup plus intégrés d'un point de vue clinique, beaucoup plus orientés vers la prévention, qui sont territorialisés. Et donc, ils sont capables, et l'idée, c'est de construire sur une base territoriale des programmes de santé qui vont de la prévention jusqu'à la gestion des parcours complexes. Et ça, cette transition vers un modèle plus intégré, je pense qu'il faut aussi la construire sur la façon dont est notre système ici, avec effectivement des acteurs privés, une première ligne libérale, soins ambulatoires libéraux. Et c'est pour ça que cette notion de responsabilité populationnelle, évidemment, sur laquelle je travaille à la FHF, elle est tellement importante. C'est qu'elle dit, mais indépendamment du statut, indépendamment du travail, tous sont responsables du maintien en santé et de l'amélioration de la santé de la population. Ben, là, ça, je n'entrerai pas là-dedans, mais sur le fond de ce qu'il faut faire, c'est, on voit bien, et ça a été dit dans vos exposés, pour garder une personne en santé, ou encore mieux pour éviter qu'elle devienne malade, il faut beaucoup plus qu'un diabétologue hospitalier, il faut beaucoup plus qu'un médecin généraliste, il faut beaucoup plus qu'une infirmière. C'est bien un travail collectif qui permet d'atteindre un résultat collectif. Et ce travail collectif, il ne doit pas être bloqué effectivement par la réalité de notre système, qui est que on a toutes sortes de statuts, toutes sortes de types d'offreurs, toutes sortes de, etc. L'enjeu, c'est bien de dire comment est-ce qu'on est capable d'exécuter systématiquement ce qui doit être fait pour un patient en fonction de ses besoins. Et à partir de là, ça permet aussi de déployer puis de s'appuyer sur la créativité extraordinaire qu'on a en France. Et ça, je pense qu'on peut en être fier. C'est-à-dire on a des gens, et on a eu deux beaux exemples, incroyablement engagés et qui font le métier pour les bonnes raisons. C'est-à-dire ils font ce travail parce qu'ils veulent vraiment soigner les gens, vraiment répondre aux besoins de santé. Et donc, si on donne un bon cadre pour le faire, ils vont travailler, ils vont le faire. L'expérimentation qu'on pilote, donc dans 5 territoires de responsabilité populationnelle, on n'a pas besoin de dire aux acteurs de terrain, vous allez nous développer des actions précises d'aller vers en direction des communautés, machin truc. Les gens savent très bien comment faire et ils savent très bien comment ils s'organisent. Une fois qu'on a un cadre qui est solide, ça permet derrière de dérouler très facilement. Donc on a des atouts extrêmement précieux, je pense, dans ce besoin d'adaptation de notre système aux besoins de santé. Merci beaucoup. Vous avez justement, on va faire le lien avec notre intervenante suivante. J'imagine qu'elle est en visio. Quelqu'un peut me dire? Non? Je crois que pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée, si j'ai bien intercepté les Stéphanie signaux. Fortier n'est pas là. Et elle n'est pas connectée non plus. D'accord. C'est dommage parce que ça rebondissait sur ce que vous Ça ne veut pas dire que le suivant a 5 minutes de plus. Ça fera 5 minutes de questions. Peut-être que j'interviendrai à la fin, alors du coup, pour... Très bien. Je vais du coup, je vais donner la parole à Anne-Valérie Boulet, qui est sur le champ de la ville et sur une organisation aussi un peu différente. Oui. Alors merci Pascal de nous avoir conviés à cette table ronde. Donc peut-être juste reciter d'où je parle. Donc je représente aujourd'hui Rénomed, c'est 23 établissements privés non lucratifs qui prennent en charge la maladie rénale chronique en France.
Et quand on m'a demandé d'intervenir sur les innovations, je crois que Pascal voulait surtout que je parle du domicile et des inégalités sociales et territoriales, parce que nos établissements sont dans ce champ-là depuis toujours. Mais je voulais quand même revenir un peu en arrière. Et bon, moi, je suis d'une nature assez positive. J'aime bien les mots d'audace et d'émerveillement qu'on a entendus ce matin. Et en fait, je pense qu'avant, on parlait de progrès. Maintenant, on parle d'innovation. Les mots changent, mais je crois qu'on a été quand même marqué dans le champ de la maladie rénale par des progrès intéressants. D'abord, on démarre par la dialyse à domicile. Donc aujourd'hui, on nous parle d'aller tous à domicile, mais enfin, on y était il y a 50 ans. On en reparlera du domicile, ça dépend ce qu'on veut faire avec. Alors la maladie rénale, peut-être vous dire quand même... D'abord, je parle sur les propos d'une conférence de concertation qu'on a fait en janvier. Moi, je ne suis pas médecin, mais quand je parle, il y a eu des médecins qui se sont exprimés. Donc si j'ai des propos quelque peu médicaux, Jean-Paul me corrigera, puisque c'est sa spécialité. Voilà, donc vous dire que c'est une maladie complexe, aujourd'hui chronique, évidemment, qu'il y a une personne sur 10 qui est touchée en France par cette maladie. Il y a un taux de décès de plus de 10%. Il y a une personne sur 700 qui est dialysée ou greffée, 92 000 patients et 11 000 nouveaux patients par an. C'est une étude faite par un Canadien, le Dr Tonelli, qui a démontré que c'était des patients qui mobilisent la plus grande complexité de prise en charge. Donc, quand on parle de domicile, il faut savoir de quel patient on parle. Donc on y reviendra. Pourquoi je vous parle de cette pathologie aussi et de son histoire? C'est qu'on parle on lit dans les documents de l'HCAM, du Haut Conseil, de la Stratégie nationale de santé, des termes qui nous font écho, mais qui ont, dans notre discipline, déjà été... qui ont démontré que ça fonctionnait. Alors, on a les domiciles, une éducation au domicile, avec des patients très impliqués dans la prise en charge de leurs soins. Ça, c'est les années 70. En 80, on crée des substituts de domicile. Les appartements thérapeutiques, ça viendra plus tard, qui ont été reconnus comme unités d'autodialyse. On en parlait tout à l'heure avec une dame qui a travaillé dans ces unités. Donc avec des infirmiers libéraux qui venaient dans ces unités. Donc la ville, l'hôpital, voilà, il y a 40 ans. Et puis les médecins se rendent compte que les patients ont besoin d'une modalité un peu plus alternative entre les centres préexistants très lourds et puis ces substituts de domicile. Ils inventent en 88 l'unité de dialyse à structure allégée qui sera consacrée en 2002, unité de dialyse médicalisée. Tout ça pour dire qu'on est sur un modèle très gradué dans la maladie rénale, et tout le monde nous demande d'être gradué. Cette gradation, l'attendue du HCAM du rapport de 2018, qui nous disait qu'il faut changer de paradigme, il faut partir de l'existant. Voilà, les années de la maladie rénale ont montré qu'on savait le faire. Toujours pareil, on nous parle de nécessaire coordination, les DAC, PTA... Voilà, bon, ces structures de maladie rénale, qu'elles soient publiques, privées, lucratives, non lucratives, qu'elles fassent intervenir des acteurs de la ville, on a beaucoup d'infirmiers libéraux dans les unités à domicile. Finalement, elles coopèrent depuis toujours pour assurer cette prise en charge. Et surtout, les décrets de 2002 ont instauré une interdépendance de ces acteurs, ce qui évite... des difficultés de lutte de pouvoir on a tous à cœur qu'elles s'arrêtent et qu'elles soient mises au service de tous. Ces unités sont très moyées. Alors, j'en reviens à la demande de Pascal de parler des territoires. Donc, évidemment que quand on est je vais parler de notre région à titre d'exemple, mais on est sur toutes les régions de France. Quand on est à Montpellier, quand on est en Lozère, on ne fait pas la même chose. D'ailleurs, sur l'expérience des médecins solidaires, nous envoyons, 4 médecins en Lozère, effectivement, pour 12 mois, pas plus, parce que sinon, ils n'iront plus non plus à partir de Montpellier. Mais ce maillage, il apporte une autre chose, c'est qu'on apporte aussi sur les territoires une ressource médicale, mais pas que, de soins, de support, de diététique, d'assistants sociaux, pour faire de la prévention. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut préserver parce que qui dit maillage dit coût. Alors on vous dira la dialyse, ça rapporte, mais pas du tout. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Si on fait de l'offre de soins sur les territoires, c'est beaucoup plus coûteux. Donc on parle chez nous plutôt de proximité. Alors on vous dira maintenant l'aller vers. Ben, la proximité, ça existe depuis longtemps dans cette pathologie. On est même allé dans les EHPAD pendant 10 ans, et on aimait bien, avant on ne parlait pas d'innovation, on parlait de modèles dérogatoires. Il n'y avait pas l'article 51, mais on avait tous des dérogations avec nos CEPAM. Et puis au bout de 10 ans, on obtenait enfin le texte qui disait que tout le monde pouvait le faire. En 2019, on a mis en place un forfait prévention dans la maladie rénale chronique. Tous les acteurs très mobilisés, Jean-Paul en reparlera, je pense, plus que moi. Vous voyez, je vais prendre le temps de la dame parce que je n'ai pas fini. Mes 5 minutes sont écoulées.
Voilà, on a eu la Covid et je voulais quand même souligner que sur la maladie rénale, pas de déprogrammation, hein. La dialyse, ça ne se déprogramme pas. Et malgré tous ces progrès, cette dynamique collective, on a encore beaucoup d'attentes et on est très mobilisés tous pour un dépistage plus précoce. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé cet après-midi, on en a beaucoup parlé ce matin et nous, on a beaucoup besoin d'eux, c'est les biologistes, en appui des médecins traitants, qui peuvent jouer un rôle important, hein. D'ailleurs, il y a eu des évolutions et on est très content que l'HAS ait rendu un avis favorable le 27 septembre sur le dépistage de certains indicateurs plus favorables et la valorisation. Il faut qu'on amplifie le déploiement de la prévention. La Covid ne nous a pas aidés, hein. 2019, on part sur un forfait prévention et là, vraiment, pour certaines institutions, c'était compliqué de le mettre en œuvre. Il faut corriger l'insuffisance d'accès sur les territoires. On ne peut pas avoir que des mesures nationales homogènes. Et puis pour le domicile, après je m'arrêterai là parce que je pourrais parler des heures, parce qu'effectivement, pour avoir de l'audace et de l'émerveillement, il faut être un peu passionné par ce qu'on fait. Nous, on pense que toutes les modalités sont importantes. Dans le parcours d'un maladie rénale, il y a une possibilité peut-être pour le domicile, mais en fonction de sa fragilité, sa précarité, sa vulnérabilité, son environnement de vie, ses souhaits de vie. Il y a de la place pour un substitut dit autodialyse. Il y a des besoins de centre, évidemment, quand son état se dégrade. On a besoin de toutes les modalités. Donc, on prône plutôt pour... Quand c'est du domicile, c'est d'abord l'affaire d'une équipe qui connaît bien le patient, qui l'a éduqué, qui lui assure une intervention 24/24. Les techniciens jouent un rôle important. Il faut éviter le repli, vous l'avez dit, les hospitalisations. Mais il faut aussi lui garantir des séjours de répit, à lui, à sa famille. Donc nous, on pense que le domicile, ça doit être un choix et qu'on est contre l'ubérisation. Il ne faut pas qu'on arrive à une logique de domicile pour gagner de l'argent. Et on n'a pas assez investi dans le domicile jusqu'ici, on tenait à le souligner. Et enfin, on a un grand terreau très fertile entre acteurs de maladies rénales et on espère que ça pourrait être une grande cause nationale. On le souhaite, on le demandera dans le cadre du PLFSS, c'est d'actualité, pour qu'on propose des réponses, nous, acteurs de la santé, avec les patients et pas du top-down. Voilà. Alors, merci beaucoup de terminer sur « avec les patients », ça me fait vraiment une transition simple. L'idée, justement, on va continuer sur le thème de l'innovation, mais cette fois-ci, justement, plutôt l'innovation portée par les patients, avec vous, Dr Thébault. Vraiment sur deux aspects. D'abord, quelles sont les attentes quand ils s'en emparent, quels sont les objectifs, et ensuite, comment est-ce qu'ils s'en emparent et sous quelle forme et qu'est-ce qu'ils veulent mettre en œuvre. Et de la même façon, je vais vous demander de tenir les 5 minutes, plus ou moins. Je vais essayer. Merci beaucoup de nous avoir invités. Donc, Jean-François Thébault, je suis vice-président de la Fédération des diabétiques. Je suis cardiologue retraité, mais je suis surtout diabétique actif depuis une vingtaine d'années. Donc, si vous m'avez posé cette question il y a une quinzaine d'années, je pense que l'innovation dont on avait besoin, c'était de la coordination et que les gens se parlent entre eux, parce que tous les patients disaient oui, je suis allé voir le spécialiste, il n'a pas envoyé de lettre, il n'a pas envoyé de courrier, mon infirmier, c'est moi qui lui explique ce qu'il faut qu'il fasse. C'était le très gros besoin, c'était surtout de la collaboration, d'aller vers des systèmes intégrés dont tu parlais, où les gens travaillent ensemble. Et puis maintenant, ça a changé parce que le premier besoin, c'est l'accès aux soins. Hein, il y a 15 ans, un certain nombre d'entre nous avaient tiré la sonnette d'alerte. Oui, avait tiré la sonnette d'alarme, mais maintenant, on vrai qu'on a besoin d'accès aux soins. C'est la priorité, vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est la priorité. Mais l'accès aux soins, pourquoi faire? Et donc, ce que nous souhaitons mettre en évidence, c'est qu'on ne parle pas uniquement de ressources et d'offres, mais qu'on parle aussi de comment on évalue ses besoins et comment on met en place des solutions pour répondre à ces besoins et comment on évalue la qualité de ce qu'on a mis en place. Alors, à la Fédération française des diabétiques, on a un Diabète Lab, c'est une structure à la Ivy Lab qui fait des enquêtes sociologiques, psychologiques, voire épidémiologiques, qui nous permettent de pouvoir mieux évaluer les besoins et les rapports. Alors après, comment est-ce que ça va être implémenté dans vos pratiques? C'est là où c'est beaucoup plus complexe. Ce dont on a besoin aussi, c'est d'une qualité, d'une sécurité et d'une information, d'une transparence sur comment ça va se passer, quels sont les résultats, qui je vais aller voir, comment je vais être pris en charge. C'est ces questions-là importantes qui ne le sont pas. Alors,
plutôt qu'innovation, c'est plutôt de la réforme dont on a besoin. Parce que beaucoup de choses qu'on met en place, ce n'est pas franchement innovant. Si on regarde les modèles étrangers, ça existait déjà depuis longtemps. Donc ce qu'on appelle chez nous innovation, en fait, quand on a créé les CPTS, on avait pris un modèle canadien. Et l'innovation, ça a été en fait que Nicolas Revel, toujours lui, a dit ça c'est une bonne idée, on va le financer et que l'assurance maladie paye et prenne en charge. Ça a été ça, la vraie innovation. Et du coup, ça a impulsé. Là, on va peut-être vivre pareil avec les articles 51. Ça va être évalué et l'article 22 va pouvoir en mettre en place un certain nombre. Le problème, c'est une fois qu'on a cranté un certain nombre de choses, c'est comment on le fait comment on peut l'étendre à d'autres. Parce qu'on l'a vu avec la télésurveillance, qui est une innovation extrêmement importante. On le voit avec la télémédecine, la téléconsultation. Au passage, restreindre à 20% de téléconsultation toute l'activité de tous les médecins, c'est complètement ridicule. Ça dépend des territoires, ça dépend des pathologies, ça dépend du contexte, ça dépend de la spécialité. Il y a des hôpitaux où les praticiens vont travailler quasiment à 100% de téléconsultation dans les maladies rares. Vraiment, c'est assez absurde. Voilà. Et donc, je prenais l'exemple de la télésurveillance. On a 5 pathologies qui ont été évaluées, qui sont remboursées. Mais alors, pour rajouter une autre pathologie là-dedans, ou rajouter une partie de la pathologie, c'est une galère. Donc on aimerait, c'est ça aussi l'innovation qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une facilité pour étendre les dispositifs qui ont marché, mais avec une frilosité extrême de la part du régulateur qui a peur de tout un tas de choses. Sur la téléconsultation, le régulateur et les libéraux avaient peur d'un seul coup de plus travailler et que tout soit fait en téléconsultation. Dans tous les pays du monde où la téléconsultation est libérée, entre guillemets, ça ne représente pas plus de 20% de l'activité globale et depuis des années. Donc cette crainte n'était pas... Alors que ça rend énormément de services. Tu disais, par exemple, sur l'infection urinaire de la femme, c'est le premier motif de téléconsultation actuellement qui ont été remontés. Donc voilà ce dont on a besoin. Mais c'est de participer au projet aussi dès le départ. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que généralement, on ne nous demande pas notre avis et ça se construit et on nous présente « Ah, c'est vachement super, voilà ce qu'on va faire pour vous ». Mais pour que ça marche, notamment en territoire, il faut avoir impliqué les acteurs. Et alors enfin, la dernière chose, c'est que ce n'est pas du tout une innovation. Mais pour nous, c'est un pas fondamental, c'est de donner plus de liberté à certaines autres professions pour pouvoir mieux accompagner les patients au quotidien. Quand on prend un patient diabétique, pour prendre un patient diabétique, le rôle de l'infirmier et pas de l'IPA, parce que l'IPA, c'est sur spécialité qui va être que dans des centres spécifiques. Aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, il y en aura beaucoup et que ça sera diffusé. Mais aujourd'hui, la majorité et même la quasi-totalité, sont salariés et dépendent d'établissements hospitaliers ou de grands centres. Alors que l'infirmier libéral, il est au domicile. Il est tout le monde. Alors, l'inconvénient par rapport au modèle équilibre que je voulais dire tout à l'heure, c'est que pour le moment, ça ne concerne qu'une petite catégorie de patients. Or, on a besoin de cet accompagnement dès le début de la maladie chronique. On a besoin de cet accompagnement dès l'annonce du diabète pour dire comment on va faire. Le médecin, il n'a pas le temps d'expliquer comment l'alimentation, expliquer comment exactement ils vont se faire l'insuline, les dispositifs, comment il va se piquer. Bien sûr qu'il sait le faire, le médecin, mais dans ses consultations, il est tellement pris que c'est très compliqué. De la même manière, pour la prévention, on a le très bon exemple avec Azalée, avec les infirmières de prévention. Là aussi, on peut déléguer. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Pour nous, le rôle de l'infirmier en local, surtout que vous êtes répartis de manière beaucoup plus... Enfin, il y a moins de déserts d'infirmiers en France, ça devrait être, mais attention, en collaboration avec les médecins, pas en autonomie complète. On ne veut pas recréer des corps d'officiers de santé comme il y avait avant. Le travail, il se fait en équipe, avec le médecin traitant, le pharmacien et l'infirmier, voire le kiné si nécessaire. Voilà ce qu'on attend. Alors, ce n'est pas franchement une innovation, parce qu'il y a des pays où ça se fait déjà depuis très très longtemps, mais c'est une évolution des métiers et qui nécessite, comme tu l'avais dit, un peu de bonne volonté de la part des représentants syndicaux, dont j'ai été, donc je sais ce que c'est, de manière à ne pas toujours voir un danger pour ce qu'ils font, mais y voir au contraire un avantage pour une modification de l'exercice qui soit gagnant-gagnant et pour
qui permettent à tout le monde de cranter un petit peu plus haut pour leur activité. Voilà ce qu'on attend essentiellement. Et nous, nos structures, elles sont là pour aider les promoteurs à évaluer les besoins et surtout, maintenant, à évaluer les impacts de ce qui est fait. Merci beaucoup. Je remarque qu'on parle beaucoup de la nécessité d'avoir une bonne volonté, de se mettre d'accord sur les objectifs, etc. Mais somme toute, vous avez l'air assez d'accord entre vous sur ces éléments-là. Ça va peut-être le coup de se poser la question de, du coup, qu'est-ce qui coince et pourquoi ça n'a pas encore été fait. Mais avant ça, Ortiz, je vais vous donner la parole. Et là, on va revenir sur encore une innovation, cette fois-ci plus orientée sur un sujet qu'on travaille beaucoup à l'UC2M par ailleurs, qui est la prévention. Oui, merci. Alors, d'abord, moi, je rejoindrai ce que disait mon ami Lamine Garbi. Il dit l'innovation, c'est la désobéissance. Je dirais que l'innovation, c'est être disruptif. Et je suis toujours frappé quand j'ai eu l'occasion de le faire de multiples fois, quand je rencontre des acteurs de terrain partout, combien les professionnels de santé, dans leur diversité, sur les territoires, s'organisent et sont disruptifs pour répondre aux besoins de la population. Médecins solidaires est un exemple, mais il y en a plein d'autres, et je trouve que, et je suis complètement d'accord avec ce que disait mon confrère, je trouve que ça fait plaisir et il faut valoriser ça, y compris lorsqu'on parle de notre métier. Nous exerçons tous des métiers dans la santé, c'est les plus beaux métiers du monde et je trouve que c'est un peu dommage que le discours de dénigrement, cette espèce de bashing qu'on entend partout, continue encore à perdurer malgré la crise qu'on a tant à ville qu'à l'hôpital. Alors, être disruptif, c'était le fil rouge de l'article 51. Et je vais vous parler très rapidement d'un article 51 que j'ai écrit et porté au titre du syndicat des néphrologues libéraux et qui, enfin, 2 ans après, vient d'être accepté par un arrêté du 28 juin dernier. Il s'agit de la prise en charge ambulatoire de la maladie rénale chronique, j'ai bien dit ambulatoire, de la maladie rénale chronique à un stade beaucoup plus précoce, c'est-à-dire un stade 3B, 4 et 5, de façon à sensibiliser les professionnels de première ligne à cette maladie rénale chronique qui reste malheureusement trop souvent prise en charge de façon très tardive. Pensez que 28% des premières séances d'hémodialyse sont faites en urgence et que 19% des patients pris en charge en hémodialyse n'ont jamais vu de néphrologue dans leur vie. Ça interpelle sur la prise en charge plus précoce. Cette prise en charge, elle se veut pluriprofessionnelle avec infirmières de coordination et demain, j'espère, infirmières IPA, mais on attend qu'il en sorte plus, diététiciennes, cliniciennes et autres si nécessaire, de façon à mieux préparer le patient à bien sûr, ralentir la vitesse de dégradation de la fonction rénale. On a des nouvelles thérapeutiques aujourd'hui qui sont extrêmement intéressantes. Et puis, pour la frange de patients qui vont aller vers la nécessité d'un traitement de suppléance, le préparer à un traitement hors centre et à la transplantation rénale. Le but de cet article 51, c'est 3 équipes, comme par hasard, Occitanie, mon département Pyrénées-Orientales, puisque je suis catalan, Hauts-de-France et Île-de-France, et d'inclure au total sur 5 ans à peu près 2500 patients. Et puis nous évaluerons les résultats, et je suis sûr qu'ils seront positifs, parce que cette prise en charge au plus près des patients, ça me semble indispensable. Deuxième exemple, très rapidement, j'espère que je ne déborde pas trop, c'est les équipes de soins spécialisés. Là aussi, j'ai écrit un projet pour mon département d'une équipe de soins spécialisés en néphrologie pour mieux répondre aux difficultés d'accès aux néphrologues, parce que c'est ce qui nous revient de la part des médecins généralistes ou des patients pour la difficulté d'accéder à un néphrologue. Et donc, ça va se faire avec plusieurs aspects pour faciliter l'accès aux soins. C'est d'abord des cabinets secondaires. On en est à 4 dans le département des Pyrénées-Orientales. Deuxièmement, le développement de la téléexpertise, parce que pour nous, c'est beaucoup plus facile d'être cohérent dans une prise en charge d'un patient lorsqu'il vient à notre consultation. On n'est pas obligé de voir tous les patients au stade 3B de l'insuffisance rénale chronique. C'est tout juste impossible. Par contre, il faut que les
médecins généralistes, les médecins de première ligne, ne passent pas à côté de ce qui est potentiellement grave et qui nécessiterait un avis néphrologique en urgence. Et donc le développement de la téléexpertise. Et troisième point, un système qu'on est en train de mettre en place qui est un système coupe-fil pour que le médecin généraliste puisse couper la file des prises de rendez-vous qui malheureusement sont souvent à 2, 3, 4, 5 mois. Et ça, c'est pas possible. Donc voilà des exemples d'initiatives qui, à mon sens, mériteraient d'être beaucoup plus diffusées. J'ai un regret sur l'article 51. Pour être disruptif, il faut que ça soit simple. Et il faut que Natacha Lemaire, qui est la prêtresse de l'article 51, il faut qu'elle ait les pleins pouvoirs. Il ne faut pas que ça passe dans tous les bureaux métiers du ministère, de la CNAM, de la DGOS, de la DSS. C'est impossible. Il n'y a qu'un type T-News comme moi, T-News, vous savez ce que ça veut dire, hein, qui lâche pas le morceau, qui y arrive. C'est pas possible. Donc nous, les libéraux, devant un article 51, on a envie de faire 1000 projets de lettre d'intention. Il n'y en a qu'une centaine qui sont sortis. La plupart, c'est pas des structures libérales qui le font. Ça, c'est vraiment dommage. Il faut que l'équipe de l'article 51, qui sont remarquables par ailleurs, ils disent oui, non, ça on fait. C'est pas réglementaire, on s'en fiche, on vous donne l'autorisation, allez-y, et puis soyons disruptifs dans ce pays. Ça fait des années qu'on n'arrête pas de le dire, sinon on n'y arrivera pas, sinon on ne répondra pas aux besoins de la population. Donc il faut vraiment renverser la table, et c'est un peu un cri d'alarme que je dis, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer avec des systèmes aussi réglementés, il faut y aller tous ensemble, et c'est la seule solution pour répondre aux besoins de la population. Alors, on va prendre, juste avant de prendre les questions dans la salle, on va peut-être revenir sur quelque chose qui n'a pas été évoqué dans les organisations. Donc, on a parlé un peu du lien ville-hôpital. Il faudrait qu'on parle un peu des nouveaux métiers dans les organisations, des professions intermédiaires, de ce qu'on attend de ces innovations. Et pour le coup, c'est des innovations qui ne sont pas expérimentales puisqu'elles sont déjà mises en place dans les territoires, et donc on est au stade de l'implémentation. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, là je prendrais l'exemple de l'expérimentation qu'on teste actuellement justement de responsabilité populationnelle. On voit bien que donc, le modèle s'appuie sur la capacité justement à connaître les besoins de la population qu'on va viser. Donc de quoi a l'air une personne à risque de un peu malade, beaucoup malade, très malade, très 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 malade. Et derrière, bien sûr, ça c'est le côté aussi société savante, qu'est-ce qu'il faut faire pour chacune de ces personnes pour les garder en santé. Et une fois qu'on combine les deux, ça donne une idée en fait du niveau de besoin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tant de personnes chez nous, dans notre territoire, comment on peut s'organiser, comment ils sont. Et on voit qu'un modèle comme ça permet de développer et de s'appuyer très vite, par exemple, sur des IPA, des infirmières azalées, parce que ça permet de cibler rapidement un ensemble de tâches et du coup de ne pas forcément bousculer les uns et les autres en disant « Oh, est-ce qu'elle va me piquer mon boulot? Est-ce qu'elle va faire ceci, cela? » Ça permet en fait de caler très vite les choses, voire d'aller chercher, même très très loin, là, on en parlait tout à l'heure, de la médiation animale, en fait toute une série de nouveaux vecteurs, dispositifs, innovations qui peuvent être intégrés une fois qu'on sait, aller pour tel type de personne, il faudrait faire tel type de choses. Et donc ça ouvre en vérité un potentiel justement d'innovation énorme, mais qui est toujours calé sur des besoins de santé et des standards extrêmement solides qu'il faut faire pour toutes. Il n'y a pas de raison qu'une personne qui habite en Haute-Saône ne reçoive pas le même niveau de qualité qu'une personne qui habite à Paris, mais évidemment, les façons d'y arriver vont être différentes, et c'est normal. Donc, et c'est un peu là-dessus, je pense, où on voit qu'on peut profiter de tous ces nouveaux métiers. Et on peut non seulement les faire fonctionner harmonieusement, mais aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait auparavant. Alors, Tatiana, prenez pas mal ce que je vais vous dire du tout. Notre réflexion, elle est en deux temps. Il y a, on va dire, une expertise particulière qui est nécessaire pour une prise en charge de certains patients et qui nécessite une surqualification. Et quand on voit les infirmières IPA, elles existaient déjà avant qu'il y ait les IPA spécialisées dans les pompes, dans toutes ces techniques, elles rendent un besoin, elles rendent un service extrêmement important dans les centres, avec les patients les plus complexes. Mais ce dont nous avons besoin, ce serait plutôt
de monter en niveau et dans les décrets compétences pour un certain nombre de choses, de professionnels de terrain, de manière à, comme le montrait tout à l'heure tout à fait Dominique, sur des prises en charge de pathologies locales, elles puissent avoir cette capacité de suivre les patients chroniques. Mais c'est un problème de démographie. IPA, vous ne serez jamais, ou peut-être dans 10 ans, suffisamment nombreuses pour combler sur le local. Nous, ce dont on a besoin, c'est qu'il y ait vraiment le réseau soit. Et aussi bien, on parle de l'APA, par exemple, l'activité physique adaptée. Pourquoi est-ce que les kinés ne pourraient pas être ceux qui prennent en charge, justement, y compris la prescription? Parce que, après tout, très souvent, ils connaissent mieux ce que c'est comme type de rééducation qui est approprié pour les patients, et ils sont peut-être plus qualifiés. Enfin, je ne veux pas dire de mal, mais moi, j'étais cardiologue, je n'étais pas bien qualifié, mais ils étaient plus qualifiés pour guider l'APA, qui n'est pas un professionnel de santé, et pour donner le programme, par exemple, et ainsi de suite. Le pharmacien, bon, on ne va pas parler du pharmacien, il a des rôles très importants, mais ce qui me paraît, pour répondre à cette demande qui est énorme sur les terrains, il faut, à mon avis, faire monter en capacité, et tout le monde en profitera, parce que du coup, les médecins feront un travail plus important et plus intéressant aussi à partir du moment où ils travailleront en équipe. Vous parlez de l'entreprise médicale. Un entrepreneur, ça a des collaborateurs. Alors après, il y a le problème de statut. Est-ce que vous êtes libéraux? Est-ce que vous êtes salariés? Ça, je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est un autre problème. Mais au niveau des compétences, nous, on serait plutôt favorable en tant que patient à ce qu'il y ait une montée en compétences de tous les corps intermédiaires, des paramédicaux, je ne sais pas si c'est auxiliaires médicaux, je ne sais pas comment vous voulez qu'on le dise, mais pour nous, c'est ça qui nous paraît important, sans dénier du tout l'utilité des IPA dans des secteurs. Mais faire une IPA de toutes les maladies chroniques, franchement, ça ne me paraît pas pertinent. Faire des IPA spécialisés dans des maladies spécifiques, ça me paraît très pertinent. Est-ce qu'il y a une réponse? Oui, allez-y. Moi oui. Du coup, vous. Oui, moi, je sors un peu du cadre médecin solidaire où on dit qu'on n'a pas d'avis, mais enfin, individuellement, j'ai quand même un avis. Je crois qu'on est quand même on le disait évidemment, dans un changement d'époque, de société, où on passe d'un exercice très isolé à un exercice pluriprofessionnel, ce qui induit la nécessité d'un certain nombre de changements. Il y a de la résistance au changement, comme toujours, mais il y a un malaise quand les médecins, et je les comprends, mais quand la seule réponse du corps médical, c'est « on ne prend pas de nouveaux patients », la question, c'est pas « on ne prend pas de nouveaux patients », c'est « comment on fait pour prendre de nouveaux patients ?» Et donc, comment on peut dire d'un côté on ne prend pas de nouveaux patients et surtout on veut que personne d'autre ne prescrive ce qu'on prescrit. Et il y a, je pense, un rapport à la prescription médicale qui est un peu... Alors je marche sur des œufs parce que c'est un sujet épineux, mais il y a un rapport à la prescription médicale qui est presque de l'ordre du sacré, qui est un petit peu inadapté, à mon avis, à l'heure actuelle. L'exemple que vous citiez, enfin, bon, une entorse de cheville qui va chez le kiné avant d'aller chez le médecin généraliste, le kiné qui prescrit une radio, est-ce que c'est absurde? Bah non, c'est pas absurde. Donc, cette idée que, moi, le nombre d'infirmières dans notre maison de santé qui viennent frapper à ma porte ou me donner un tas comme ça d'ordonnances à signer parce que les bandes Urgo K2 pour le patient qui a son ulcère, si ce n'est pas prescrit par le sacro-saint médecin, Dieu, Deus ex machina, pas possible. Il y a un côté où je crois qu'il faut qu'on se calme un peu, qu'on révise un peu la copie, sans tomber dans l'excès inverse. Et donc il y a un juste milieu qui est très délicat. Alors, je crois qu'il y a deux personnes qui veulent vous répondre. Allez-y, et après... C'est pas seulement de la faute des médecins, c'est aussi de la faute de certaines professions. Quand on pense par exemple aux psychologues qui refusent d'être prescrites. Et on voit qu'il y a une opposition de la profession. Elles veulent être en autonomie complète et elles refusent d'être prescrites par les médecins. Donc on voit que c'est dans les deux sens aussi, cette réticence.
Oui, moi, petite remarque par rapport au caractère sacré de la prescription. Je ne partage pas tout à fait cet avis parce qu'on se rend compte que, par exemple, en médecine hospitalière, il y a énormément de choses où ça marche sur protocole. C'est plus le médecin qui prescrit. On dit, vous appliquez le protocole antidouleur niveau 1, niveau 2, etc., and so on. Donc je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois que ça pose clairement le problème mais j'en ai parlé récemment avec Agnès Firmin-Lebaudot, c'est un dossier très compliqué, ça pose le problème des contours de métier qui doivent bouger. Je partage complètement ce que vous disiez sur la nécessaire évolution en upgradant l'ensemble des métiers de la santé, et c'est comme ça qu'on rendra un vrai goût à l'exercice de notre métier, c'est comme ça qu'on redonnera du sens à nos professions, quelles qu'elles soient, sauf que quand on veut upgrader les aides-soignantes, en leur permettant de rentrer dans les écoles d'infirmières, les infirmières, bien sûr, poussent des hauts cris. Quand on upgrade, entre guillemets, ou on donne des nouveaux rôles à l'infirmière, aux pharmaciens, etc., sur des activités que le médecin faisait auparavant, les médecins, fort légitimement, poussent des hauts cris. Pourquoi ? Parce que bien sûr qu'il y a un problème culturel. Mais attendez, on va pas se raconter des histoires, mon cher confrère. Il y a d'abord et surtout un problème de modèle économique. Et les médecins généralistes, tant qu'ils auront un seul tarif de consultation à 25 €, ils ont tendance, bien sûr, à garder les, entre guillemets, petites consultations qui ne leur prennent pas beaucoup de temps, ni beaucoup de stress intellectuel, parce qu'ils savent que derrière, ils vont être obligés de passer demi-heure, voire 3/4 d'heure à un médecin, et que ça sera tarifé à 25 €. Je crois qu'à un moment donné, tant qu'on ne parle pas de ces trivialités-là, on n'arrivera pas à faire bouger le système. Et je pense qu'il faut évoluer, effectivement, sur des contours de métiers différents. Mais le médecin, il ne peut pas rester à 25 €. Il lui faut une hiérarchisation de la consultation avec un certain nombre de consultations qui soient correctement tarifées, soit 50, 60, 70 €. Et c'est légitime. Et ça s'appelle valoriser l'expertise médicale. À 25 €, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais quand je vais chez le coiffeur, voilà. J'en dis pas plus. J'approuve ce message. S'il vous plaît. On Je va suis prendre totalement une d'accord, dernière. ça fait partie de Le l'équation. sujet de la prescription, je pense qu'on pourrait en parler très longtemps. On prend une toute dernière réponse qu'on va vous demander de faire très courte pour avoir le temps de poser des questions pour la salle, s'il vous plaît. Sur l'acte des diagnostics, pardon, je te rassure, dans 3 ans, ChatGPT, il fera l'analyse, la prescription, et AliExpress, 6 heures après, tu auras les médicaments à la maison. C'est réglé, et là, on parlera de comment on fait pour pleurer. Tu as raison sur les actes à 25 €. On vit la même chose sur les centres d'urgence non programmés en ville. Il y en a qui fleurissent, où les médecins se mettent en ville de 8h à 20h, ils prennent les actes simples, ils nous envoient tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, et voilà, ras-le-bol, concurrence déloyale. On arrive à bosser ensemble. Anne-Valérie est privée à but non lucratif, donc elle n'a pas des bénéfices, elle a des excédents. C'est pareil, hein. Moi j'ai des bénéfices, voilà. Donc on arrive à se retrouver. Par contre, j'aimerais bien bosser avec toi un peu plus, tu vois. J'aimerais bien que les PU qui viennent, qui rêveraient de venir de temps en temps chez nous, et inversement, puissent le faire simplement. Voilà, et pas à éviter cette guerre de je te pique le bon, voilà, bon. Il faut qu'on puisse travailler ensemble. Sur l'innovation, on parle 30 secondes sur le financement. Tu en as parlé, Jean-Paul. Moi, la robotisation, je ne sais pas faire. Je perds 1500 balles sur chaque prostate. Et si j'ai une prostate un jour, il y a des chances, je suis un garçon, je préfère être opéré par un robot parce que je récupérerai plus vite. Mais je ne peux pas la payer, donc j'en ai ras-le-bol. L'article 51, tu l'as dit, même moi, si tu veux, en tant que abruti d'administratif, j'arrive même pas à en monter, tellement c'est long, voilà, c'est insupportable. Et pourtant, sur la médecine, on a en hospitalisation des problèmes majeurs pour recruter des médecins gériatres. Parce que la consultation, enfin, les honoraires à 0,8C, c'est indécent. 0,8C par jour et par patient. Tu as 20 malades, tu fais 0,8C par 20. C'est impossible. Donc il faut qu'ils soient salariés et on ne peut pas les payer. Enfin, du moins, ce n'est pas inclus dans le tarif du GHTS. Même ça, j'y arrive pas. Même ça. 3 dossiers. Les robots, la médecine et la complémentarité entre nous, on n'y arrive pas. Voilà. Alors j'espère que l'IA, parce que permettra d'avancer beaucoup plus vite et qu'on sera demain des virtuels tous. Merci beaucoup. On a presque, mais pas tout à fait, rattrapé le petit retard qu'on avait. On va quand même prendre quelques questions de la salle. Merci beaucoup, Charles. Je crois que c'est Jean-Paul. Il y a aussi pas uniquement des questions d'argent et de
de prix de consultation. Il y a quand même aussi des conservatismes qui existent. Enfin, j'ai parlé de culture. Oui, culture. C'est distingué, mais enfin bon. Si on veut dire, comme on a l'habitude de le faire un peu ici, c'est de dire, effectivement, d'employer les mots. Enfin, il y a quand même du conservatisme moins facile à comprendre et à accepter, finalement. À un moment, si on veut changer les choses, il faut bien que les acteurs, sous l'influence, en principe, des pouvoirs publics, et encore, ils peuvent prendre l'initiative, mais enfin, ils acceptent les changements. Enfin, il y a des batailles qui sont passées, quoi, qui ne sont plus défendables. Et on le voit bien. Concernant les IPA, je suis un tout petit peu surpris que notre amie Tatiana ne s'insurge pas, parce que moi, je n'avais pas tout à fait compris ça. Non, mais si, je range mon frein depuis tout à l'heure. Oui, alors vas-y, parce que gentil. On n'avait pas compris. Entendu, hein, ranger son frein. D'ailleurs, oui, parce qu'en fait, non, mais pour plein de choses, y compris pour la profession infirmière. Oui. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à midi au moment du repas. Enfin, aujourd'hui, c'est pas qu'on ne veut pas que les aides-soignantes montent en compétences, c'est qu'on ne peut pas avoir le double discours. Et la profession infirmière est toujours dans ce double discours. Le double discours, c'est on veut faire monter en compétence la profession. On est en train de faire la réingénierie de la profession. Et de l'autre côté, on nous sort un texte où, finalement, notre formation initiale est bradée avec 2 ans. Donc vous comprenez bien qu'en tant qu'infirmière... Non, enfin moi je comprends qu'à moitié. Hein. Là aussi, tu peux être aussi très conservatrice et très... Non. Alors moi je ne suis pas conservatrice. Il faut voir que ça s'adresse à une profession qui souffre depuis un certain nombre d'années, en termes de reconnaissance, en termes d'émancipation, en termes de conditions de travail qui se sont dégradées de façon assez catastrophique. Et avec... alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais aujourd'hui... Moi j'avais compris que les IPA, c'était un... Non, mais j'ai peut-être pas tout... Non, mais j'ai bien compris. Non, mais attends. Et moi j'avais compris sur les IPA... Les IPA, voilà. Donc là, je vais reprendre simplement ce qui a été dit. Les IPA, ce n'est pas une surspécialisation. C'est un upgradage effectivement de la profession avec 2 ans de plus à l'université. Et donc c'est la première profession de soins qui est universitarisée complètement. Et comment ? LMD, exactement. Et donc de ce fait-là, moi aujourd'hui, en tant qu'ingénieur dans la société, je suis moins payée que ce que j'étais avant. Donc déjà, il y a ça qui vient rentrer en compte. Après, en termes de mentions, il y a des mentions qui sont adossées à des spécialités médicales et ça a été pensé comme ça par le législateur et le régulateur au départ. Et ces mentions-là, effectivement, peuvent avoir une connotation bien plus hospitalière. Mais moi, j'ai une mention qui est la mention PCS et dans ma mention, il y a bien dit soins primaires, prévention en soins primaires. Donc j'ai tout mon rôle à jouer en ville, en ambulatoire, dans le lien ville-hôpital, etc., etc. Et notamment, le mandat qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'améliorer le parcours des patients chroniques. Et donc le parcours des patients chroniques, c'est l'expertise de l'IPA, tant en termes de compétences médicales qui ont été transférées parce qu'on a besoin de connaître les médicaments, les pathologies, si on veut suivre correctement un patient, que dans l'exercice, s'inclure dans un tissu et dans le territoire dans lequel, ou dans le milieu clinique dans lequel on travaille. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toi, Pascal, à ta question. Non. C'est-à-dire que, effectivement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de conservatisme. Après aujourd'hui, ici comme si on ailleurs. n'est pas payé, c'est parce que ici comme ailleurs. On nous a opposé le tarif des médecins en disant les médecins sont payés tant, vous ne pouvez pas rentrer autrement. Moi, j'ai trouvé Donc, que... il y a quand même beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui, dans l'innovation, comme on n'est pas passé par l'expérimentation et que les choses n'ont pas été prévues. Et le problème des expérimentations aujourd'hui, à mon sens, c'est que les audits et l'évaluation au fur et à mesure de l'expérimentation, aujourd'hui, on a généralisé des choses qui n'ont pas été évaluées. Et donc, ça vient donner des messages complémentaires et aux professionnels de santé et aux organisations territoriales. Je prends l'exemple de la vaccination en pharmacie. On avait dit que c'était une expérimentation et c'est passé ensuite dans le droit commun partout et on n'a pas évalué l'expérimentation. Enfin, bon, nous, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je crois que s'il y a quelque chose que l'on porte ici à l'UC2M, c'est une forme de conclusion, c'est qu'effectivement, upgrader n'est pas un très joli terme, mais enfin, c'est vrai que l'on peut considérer que ce soit les médecins, ils ont encore beaucoup à progresser, dont certains secteurs, évidemment.
même s'ils ont déjà des études souvent très longues, mais enfin c'est vrai qu'ils prennent assez mal en charge les questions de prévention, que les infirmiers, enfin les IPA, c'était un truc que l'on porte beaucoup, nous, enfin on vous soutient, parce qu'on trouve ça assez génial, et je crois que franchement, on soutient aussi que les aides-soignantes puissent avoir une amélioration de leur avenir professionnel, enfin, etc. Voilà, ça c'est. Je crois qu'il faut tenir tous les deux bouts. Je pense que le système peut nous permettre de tenir tous les deux bouts, en fait. Juste pour que vous ayez un ordre d'idée de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit aujourd'hui, depuis la création des IPA, la loi 2016, et après les décrets et les arrêtés, on a plus de 25 textes réglementaires qui concernent la profession des IPA. Voilà.